Donc, soyez les bienvenus. J'espère que cette journée sera aussi fructueuse et bénéfique pour tout le monde. Et je tiens tout d'abord à remercier tous les présents ici, et ainsi que nos chers invités qui ont accepté d'honorer notre université et toutes les universités algériennes. Bon, sans trop tarder, donc je vais commencer à inviter Madame le docteur Kenza Oussalah, qui va nous présenter une conférence intitulée Chirurgie cardiaque, apport de la simulation numérique dans le cas des valves mitrales. Donc, Madame Oussalah, je vous invite à rejoindre le podium. Merci. Je vous remercie pour votre accueil. Je tiens à remercier Monsieur le doyen, le recteur, tous les responsables et les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement-là et qui ont fait en sorte que cette rencontre ait lieu. Donc, merci beaucoup. Je me présente, je suis Kenza Oussalah. Donc, pour moi, il faut savoir que c'est un immense honneur de parler aujourd'hui. C'est un peu une sorte de retour à la fois personnel et professionnel dans le pays, sachant que j'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici, donc jusqu'au lycée. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager un peu les travaux que je réalise dans le cadre de ma soutenance de ma thèse de doctorat, qui est donc intitulée « De l'imagerie à la décision, modélisation numérique de la valve mitrale pour la médecine personnalisée ». Donc bien sûr, au fur et à mesure, on va expliquer ces termes-là et on va plus aborder ces thématiques-là. Donc je vais vous parler en général de la biomécanique. Donc c'est un travail de recherche qui est appliqué à la santé. Donc plus particulièrement de la modélisation numérique, donc en rapport avec la mécanique computationnelle. Et donc ce travail est supervisé par le professeur Boussaïd ici présent et qui aura le plaisir de présenter juste après moi. Donc, avant de parler un peu du sujet, je vais parler un peu de mon parcours et de ma formation. Donc, comme il a été présenté, j'ai effectué ma scolarité ici avant le baccalauréat, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà croisé ou entendu mentionner, vu que j'ai été en 2016 première lauréate au niveau national, donc en filière mathématiques. Donc cette étape a marqué un peu le début de mon parcours scientifique à Lyon. Donc j'ai entamé mes études d'ingénierie à l'université de Lyon, à l'INSA de Lyon, donc où j'ai suivi une formation d'ingénieur. Donc j'ai été diplômée en 2021 et en génie mécanique, en conception mécanique avec une spécialisation en biomécanique. Et donc au fil des années, j'ai développé un intérêt croissant pour les outils de modélisation computationnelle et particulièrement pour leur application en santé. Donc un petit aparté sur c'est quoi la biomécanique. Donc la biomécanique, c'est un peu une discipline à la croisée de l'ingénierie, de la mécanique et de la médecine. Donc la biomécanique, c'est un peu l'application des lois de la mécanique au système biologique. Donc, elle cherche un peu à comprendre comment les tissus du corps humain, comment les tissus vivants fonctionnent, mais aussi elle essaye de s'intéresser un peu à l'impact des mouvements, des interventions chirurgicales et tout ce qui est en rapport avec la mécanique pure et dure du corps humain. Donc, cela passe par plusieurs outils, notamment le développement de modèles numériques. Donc, pour simuler des phénomènes physiologiques et biologiques, comme on peut voir à l'image de deux illustrations, on peut voir une modélisation du cycle de la marche. Donc, c'est un phénomène physiologique qui est simulé et le but, c'est de voir un peu les interactions et d'étudier l'impact sur le corps humain, sur les os notamment. Et puis, on peut voir une autre illustration qui sera beaucoup plus détaillée lors de la présentation suivante, qui est donc en rapport avec la mécanique des fluides, donc qui permet de simuler un peu les flux sanguins et les différentes pathologies liées au système cardiovasculaire. Donc ces outils numériques sont de plus en plus utilisés aujourd'hui par les cliniciens. Ils sont notamment utilisés pour le diagnostic, donc tout ce qui est diagnostic des maladies et autres, et également pour la planification préopératoire. Donc la planification préopératoire, elle fait aujourd'hui de plus en plus partie intégrante de la routine clinique et elle permet de préparer le patient à subir la chirurgie, par exemple.
Donc, petite introduction sur ce que c'est la biomécanique et parmi les projets sur lesquels j'ai travaillé, que je ne vais pas présenter plus que ça aujourd'hui, mais on pourra en parler peut-être lors de l'échange. Donc, un des projets sur lesquels je me suis intéressée, c'est lié à l'orthopédie, donc et qui est en rapport avec l'arthroplastie totale de la hanche. Donc, comme on peut voir ici, la procédure chirurgicale, comme on peut le voir à l'image, qui consiste à insérer donc la prothèse de hanche pour les réparations des articulations de hanche qui sont donc endommagées, et la procédure de l'impaction. Donc, ce geste consiste, comme on peut le voir sur l'image, le chirurgien à l'aide d'un maillet. Donc, il consiste à insérer progressivement la tige prothétique dans le canal du fémur. Donc, le fémur étant, pour information, l'os le plus long du corps humain. Et donc, il a été démontré que la technique de l'impaction dépend de la formation du chirurgien. Et donc, en fonction de cette technique-là, il y a directement des répercussions sur le succès de cette chirurgie. Donc, qu'elle soit péropératoire ou post-opératoire. C'est-à-dire que péropératoire, on parle de stabilité primaire. Donc, le geste va directement impacter l'ancrage de cette prothèse-là à l'intérieur du fémur, mais également post-opératoire, c'est-à-dire que si la prothèse n'est pas bien stabilisée, au fur et à mesure de la convalescence et de la reprise d'un rythme de vie un peu plus dynamique, il y aura des micro-mouvements qui vont surgir, qui va un peu altérer le processus de croissance osseuse. C'est un peu un processus physiochimique, si je peux appeler ça comme ça, qui permet à mieux intégrer la prothèse et qu'elle soit un peu mieux stabilisée sur le long terme. Et donc, l'objectif a été de voir mécaniquement le lien direct entre justement ce processus d'impaction et ces phénomènes physiques-là. Et donc, notamment, notre travail qu'on a effectué toujours sous la direction du professeur Boussaïd a été de partir des imageries médicales, de modéliser justement le modèle numérique du fémur. On parle beaucoup de jumeaux numériques. Le jumeau numérique, c'est un peu la reproduction de ce qui est réel, mais numériquement. Et puis, effectuer une série de simulations numériques, de calculs numériques. J'en parlerai un peu plus dans le détail au fur et à mesure de la présentation, mais plus en rapport avec le cardiovasculaire. Et donc, ça nous a permis un peu d'avoir des informations sur l'impact direct, sur, par exemple, l'intensité des impacts, la fréquence des impacts, et directement sur la répartition des champs de contrainte et de déformation entre la prothèse et le fémur. Donc ça, c'est juste un cas d'illustration de ce que pourrait être un problème de modélisation biomécanique appliqué à l'orthopédie. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des travaux qu'on réalise dans le cadre de ma soutenance ma thèse de doctorat, donc qui est en rapport avec donc la mécanique computationnelle appliquée à la réparation de la valve mitrale par voie transcathéter mini-invasive. Tous ces termes-là, on va les revoir au fur et à mesure. Donc, je réalise sous la direction du professeur Boussaïd ici présent et du docteur Richard Moreau, qui est au laboratoire Ampère, toujours à l'INSA de Lyon, et qui est un laboratoire plus spécialisé dans la robotique, sachant qu'il y a un aspect lié à la robotique et au système automatique lié à ma thèse. Donc, concrètement, en quoi consiste cette thèse-là? Donc, c'est partir des imageries médicales et proposer une modélisation de biofidèles. Biofidèle, c'est-à-dire fidèle à la biologie, donc à la fois à la géométrie, donc à l'anatomie, et à la fois au comportement, donc à la physiologie, donc au comportement des différents tissus vivants. Et donc l'idée est de transformer une simple image en modèle simulable, comme on peut voir ici. On a en notre connaissance une pathologie. On part des imageries médicales qui sont donc patient spécifiques, car elles concernent un patient qui va recevoir cette chirurgie-là. Et le but donc est de créer les différents jumeaux numériques, donc à partir de ces imageries-là, pour simuler virtuellement la procédure qui est donc la réparation transcathéter mini-invasive, que je vais expliquer juste après. Et le but, c'est de réussir à répondre à certaines questions, notamment liées au diagnostic et aussi à la prise de décision clinique liée aux différents enjeux. Donc, maintenant, on va commencer à entrer un peu plus dans le vif du sujet. Et avant de parler de la simulation mécanique et de ce qui est en rapport, un petit rappel est peut-être nécessaire pour
contextualiser les choses et revenir un peu sur des notions fondamentales concernant l'anatomie et la physiologie de la valve mitrale. Donc je vais prendre beaucoup de raccourcis, donc s'il y a des cliniciens, peut-être qu'ils devraient être un peu indulgents. Donc, qu'est-ce que la valve mitrale? Il faut savoir que le cœur humain, est composé de plusieurs cavités. Donc, les deux anciennement appelées oreillettes, mais qui sont donc les atriums, l'atrium gauche, l'atrium droit, et puis les deux ventricules. Et donc, le flux sanguin, donc le sang qui arrive par le côté gauche, donc par la valve mitrale, est éjecté au ventricule gauche, pour pouvoir ensuite, à l'aide des contractions du cœur, être à nouveau, passer par ce qu'on appelle la crosse aortique. Donc la crosse aortique étant les vaisseaux sanguins qui véhiculent le sang oxygéné au reste du corps humain. Donc, si on parle un peu plus dynamique de la valve mitrale, donc la valve mitrale, c'est une valve dynamique qui s'ouvre pendant la diastole ventriculaire, c'est-à-dire que le ventricule il va s'ouvrir pour accueillir la quantité de sang. Donc, le sang va passer de l'oreillette gauche au ventricule gauche, et ensuite elle se renferme via la contraction, donc qui est donc la systole ventriculaire. Et pendant que ça referme, donc comme on peut le voir ici, la valve mitrale se referme entièrement pour empêcher ce qu'on appelle un reflux sanguin. Le reflux sanguin, c'est pour empêcher justement que le sang reparte de là où il est venu et qu'il part vraiment de manière condensée vers l'aorte pour qu'il soit optimalement distribué vers le corps humain. Donc mécaniquement, comment ça fonctionne? Le fonctionnement de cette valve-là, donc c'est un fonctionnement électromécanique, pardon. Et donc ce qui nous intéresse, c'est plus le côté mécanique. Et comme on peut voir ici, en fait, ça c'est la valve mitrale un peu vue d'en dessous et du dessous, pardon. Et donc la valve mitrale, elle est donc là c'est les feuillets, ce qu'on appelle les feuillets, et donc elle est retenue par des cordages qu'on appelle des cordages tendineux, et qui sont donc reliés au ventricule, et pendant le cycle de diastole, systole, ça permet d'ouvrir et de se refermer. Donc le problème avec la valve mitrale, c'est que donc elle peut être dysfonctionnelle, et donc ça peut causer ce qu'on appelle une régurgitation mitrale ou un reflux sanguin. Donc la régurgitation mitrale, elle peut est une anomalie donc cardiovasculaire, et elle peut être liée à plusieurs causes, soit des causes purement liées à l'anatomie, c'est-à-dire des feuillets, les feuillets de la valve mitrale qui sont soit trop caractérisés par des mouvements trop excessifs, ou bien pas assez suffisants pour pouvoir recouvrir complètement la surface entre les feuillets. Ou bien elle peut être liée à des maladies neurodégénératives, et donc à ce moment-là, c'est carrément les tissus qui sont altérés, et donc le problème est un peu plus probant qu'un simple problème de dynamique. Donc cette classification, elle a été initiée par un éminent chirurgien français qui est donc Carpentier, le professeur Carpentier, et cette distinction est nécessaire car elle permet en conséquence de s'orienter vers la stratégie à adopter pour le traitement de la régurgitation mitrale. Donc, avant cela, si on parle chiffres, pourquoi on s'intéresse à la régurgitation mitrale? Est-ce qu'elle touche beaucoup de personnes? Est-ce que c'est un peu une maladie qui est un peu isolée? Alors pas du tout. Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. De plus en plus à cause de la sédentarisation et du style de vie, et puis aussi l'hygiène de vie qui est de plus en plus dégradée. Et donc l'insuffisance mitrale est une maladie valvulaire qui est la plus fréquente du cœur gauche, et donc elle touche aujourd'hui dans le monde plus de 24 millions de personnes. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de s'intéresser davantage aux techniques de réparation, car ce nombre ne cessera d'augmenter au fur et à mesure. Donc maintenant qu'on a parlé de l'anatomie, de la physiopathologie, il est important de voir quelles sont les techniques qui existent aujourd'hui pour la réparation justement de la valve mitrale.
Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il existe un peu deux techniques pour le traitement. Donc on a à la fois la réparation de la valve mitrale et on a le remplacement de la valve mitrale. Ici c'est quelques exemples de procédures mini-invasives qui ont pour objectif de réparer la valve mitrale. Donc comme on peut voir ici, la procédure qui est donc la MitraClip, c'est la procédure qui est la plus réalisée en France aujourd'hui et elle permet, si on se rappelle, les feuillets qui n'arrivent pas à se recouvrir, elle permet de mettre des clips, un peu comme des pinces à linge, et le but c'est de diminuer la superficie qui est entre les deux pour justement diminuer le reflux sanguin. Et puis il y a quand les tissus sont tellement dégradés et qu'il n'est pas possible de réparer, donc la seule solution qui subsiste est donc le remplacement de la valve mitrale. Et donc le remplacement consiste à carrément retirer les tissus natifs et donc placer des valves mécaniques à la place. Donc aujourd'hui, on va pas du tout s'intéresser au remplacement de la valve mitrale et on va plutôt s'intéresser à la réparation de la valve mitrale qui est quand même la solution numéro 1 qui est envisagée lors des traitements. Et donc on va s'intéresser plus à ce qu'on appelle l'annuloplastie. Alors comme je vous disais, il y a les feuillets qui se recouvrent pas, mais en fait l'origine du problème, ça peut être aussi l'anneau qui entoure les feuillets qui se dilate et qui perd un peu son élasticité et donc le diamètre il est plus grand, donc il y a plus de fuite. Et donc l'annuloplastie, elle permet donc c'est une technique qui permet justement de raccourcir ce diamètre-là pour ne pas toucher aux feuillets, mais plutôt toucher au support des feuillets. Alors en image, c'est peut-être un peu plus simple. Donc le but, là ce qu'on voit c'est un peu une coupe du cœur, donc là c'est la valve mitrale. Donc le but, encore une fois, là on a les feuillets. Donc le but c'est de resserrer le diamètre et donc pour cela l'annuloplastie consiste à venir poser par-dessus, quand je dis poser c'est via une technique de suture ou une technique chirurgicale de fixation, donc on va poser ce bandeau prothétique et à l'aide d'encre, donc que ce soit des sutures ou des systèmes d'attache, on va venir donc ancrer ce bandeau-là et le but c'est de venir le resserrer. On verra par la suite une vidéo un peu plus claire pour pouvoir donc réduire l'espace entre les deux et donc empêcher le reflux sanguin. Si on peut regarder des vidéos un peu explicatives d'un système qui a existé à un moment donné de l'annuloplastie. Donc les trois étapes consistent donc à venir placer donc là, ce qu'on voit, c'est la valve mitrale qui est en train de donc s'ouvrir et de se fermer suivant les contractions du cœur. Donc là, ça consiste à venir donc placer le fameux bandeau prothétique autour de la prothèse. Une fois qu'il est placé, donc le but c'est de venir le resserrer. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est une technique, une solution qui existe, qui ne sera pas celle que je vais présenter aujourd'hui, mais qui permet un peu de faire la même chose. Donc, qui va venir resserrer l'anneau mitral. Et puis, la dernière étape donc de cette procédure-là, qui est faite au sein même de la salle de cathétérisation, donc là où les chirurgies sont faites. Le but, c'est de justement vérifier l'efficacité de ce resserrage-là, donc via des techniques d'imagerie médicale, comme par exemple ce qu'on peut voir ici, c'est des imageries, des échographes Doppler. Donc, ça permet en fonction du gradient de couleur, savoir dans quelle orientation va le flux sanguin et ça nous permet du coup de savoir si c'est un reflux ou si c'est une direction normale. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est un peu les enjeux de cette chirurgie-là. C'est-à-dire que c'est une chirurgie qui est complexe et le but, c'est de savoir comment on pourrait faire bénéficier justement ces techniques-là avec les techniques d'ingénierie. Donc, il y a deux enjeux qui vont nous intéresser aujourd'hui dans la présentation. Le premier enjeu, c'est l'ancrage. Donc, c'est les fameux ancrages, les fixations dont j'ai parlé qui permettent de fixer le bandeau aux encres. Et là, c'est une image que j'ai mise d'un ancien dispositif d'annuloplastie qui a existé et qui a été retiré à la suite d'essais cliniques, car ils ont remarqué que finalement, comme on peut voir ici, des ingénieurs ont pensé à des solutions d'ancrage avec des ressorts en tire-bouchon ou en forme de tire-bouchon. Et donc, comme les propriétés mécaniques des tissus environnants sont principalement fibreux, adipeux. Donc, ils se sont rendus compte que ça agresse, c'est agressif et ça peut même
déchirer, voire effriter un peu localement. Et c'était clairement un problème de dimensionnement parce que on n'avait pas vraiment connaissance des efforts mécaniques qui sont impliqués par les contractions ventriculaires. Et donc, le but, c'est d'arriver à dimensionner ce type de dispositif en fonction des sollicitations qui sont induites donc, par le phénomène de contraction. Le deuxième enjeu, qui sera donc la deuxième partie de cette présentation, c'est la voie d'accès. Alors la voie d'accès, c'est un terme qui est assez familier pour les cliniciens, c'est un peu la voie d'approche. C'est-à-dire que, on opère, on exécute la nulloplastie, mais comment on va arriver au cœur, sachant qu'il y a plusieurs techniques de le faire. Et donc nous, on va s'intéresser donc à la navigation endovasculaire, donc c'est une technique mini-invasive et qui va permettre de donc accéder directement au cœur humain. Au cœur humain via des cathéters et des fils guides. Comment c'est fait? En fait, il y a deux écoles. Il y a la chirurgie conventionnelle, donc c'est un peu la chirurgie ouverte. On vient directement ouvrir, opérer, on a un accès direct au cœur humain et on opère. Donc c'est une technique un peu conventionnelle, traditionnelle. Elle est très efficace, sauf que elle présente beaucoup plus de risques. Il faut savoir que c'est très agressif, ça traumatise les tissus. Et puis, lors de l'opération, ça nécessite une circulation extracorporelle, c'est-à-dire que le cœur, il doit être ralenti via des produits chimiques comme des bêta-bloquants ou des vasodilatateurs. Et le but, c'est donc ralentir le cœur pour pouvoir justement opérer. Et c'est très traumatisant. Les périodes de convalescence sont beaucoup plus importantes et il y a un risque de septicémie qui est quand même important. Donc une alternative, c'est donc la chirurgie mini-invasive qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui. Donc la mini-invasive, ça porte bien son nom car en fait l'invasivité du corps humain est minimale. Les accès, les ponctions qui sont faites, elles sont de l'ordre du millimètre. Il existe des sites bien spécifiques au corps humain, comme on peut voir ici, c'est un accès transapical, un accès transjugulaire via la veine jugulaire, ou bien un accès transfémoral via la veine ou l'artère fémorale. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, comment c'est fait? Ces procédures mini-invasives sont réalisées dans des salles de cathéter virtuelles avant même qu'elles soient réalisées. Et donc tout ça en exploitant les solutions proposées par la simulation numérique. Je donne uniquement deux illustrations de la simulation par élément fini qu'on va voir un peu plus tard, donc du comportement mécanique des tissus biologiques. Donc voir un peu la répartition des contraintes, ça nous servirait par exemple à dimensionner les différents ancrages et puis d'autres outils d'aide à la décision. Donc là, c'est un peu le sujet du professeur Boussaïd plus tard et qui est en rapport avec donc le traitement des anévrismes et des artères en général et qui permet donc de simuler des procédures chirurgicales. Donc comme on peut le voir ici, simuler la pose via la simulation numérique, la pose d'un stent. Enfin, un stent, c'est une opération qui est aujourd'hui bien connue du public. Mais je vous en dirai pas plus. Donc, entrons maintenant un peu dans la technique. On a dit, on part de l'imagerie médicale et le but c'est d'arriver au modèle numérique et de trouver des réponses aux questions qu'on n'arrive pas à résoudre autrement, on va dire. Donc, comment ça se passe? Je vais vous présenter un peu des généralités par rapport au workflow un peu général, comment on peut partir d'une simple image et arriver justement à ces réponses-là. Donc, vous en doutez, il y a plusieurs étapes pour y arriver. Donc d'abord, on part de l'imagerie, on a la création d'une géométrie, on a le choix d'une loi de comportement, on doit choisir des interactions, définir, modéliser les interactions, donc les interactions entre à la fois les tissus entre eux et entre les outils et les tissus, et puis modéliser des conditions limites, donc je vais expliquer ça plus tard, et donc à l'aide de tout ce workflow-là, on sera capable donc de modéliser ce problème-là, de le traduire via une série d'équations qui sera donc calculée via des solutions de calcul numérique. Donc la première étape, qui consiste, donc c'est un point de départ, donc incontournable, qui est donc l'imagerie médicale.
Donc l'imagerie médicale, c'est tout d'abord un outil qui permet de diagnostiquer et d'anticiper la progression de la maladie. Il existe plusieurs types d'imagerie, donc je vais pas toutes les citer, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on pourrait par exemple voir un CT scan de abdominal. Donc c'est une imagerie dite structurelle parce qu'on s'intéresse plus à l'anatomie. Et puis il y a des imageries dites fonctionnelles, comme on peut voir ici le PET scan, qui permet plus de visualiser des phénomènes physiologiques. Et le but premier des imageries médicales, bien sûr, c'est de donner des informations qu'on ne peut pas avoir directement en explorant le corps humain. Comment on va créer cette géométrie? Alors, il y a une technique qui s'appelle donc la segmentation osseuse ou la segmentation tout court. Donc, on part des imageries médicales qui, on peut le voir, sont caractérisées par des niveaux de gris. Donc, il existe les niveaux de gris, ils traduisent des densités qui sont différentes. Donc, il y a une échelle qui existe qui s'appelle l'échelle de Hounsfield et qui permet donc de caractériser des tissus ou des zones qui sont le moins denses, comme par exemple l'air qui apparaît toujours noir sur les imageries médicales parce que donc c'est des tissus qui sont très irradiés. On a l'air, les fluides, comme par exemple le sang. Et puis ça va vers des tissus qui sont beaucoup plus clairs, ils sont beaucoup plus denses. Et c'est pour ça que quand on fait des radios, on a tendance à toujours voir les os du corps humain qui sont beaucoup plus blancs et qui apparaissent mieux que les autres tissus dits mous. Donc là, ce qu'on peut voir pour justement, si on a envie, on s'intéresse au cardiovasculaire, donc on a envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur des vaisseaux. C'est des tissus mous, donc pas de chance. C'est un fluide à l'intérieur, encore moins de chance. Donc il y a une solution qui est donc les angioscanners. Et donc ça consiste à injecter un liquide de contraste à l'intérieur des veines, juste le temps de prendre les clichés, et ça permet de mieux mettre en surbrillance ces zones-là. Et donc la segmentation osseuse, elle est basée sur plusieurs algorithmes qui sont des algorithmes purement mathématiques, informatiques, et elle permet donc d'identifier ces niveaux de gris. Donc ça mesure les niveaux de gris. Ça permet d'isoler ce qu'on appelle les régions d'intérêt. Nous, on a envie de s'intéresser à une partie du corps humain, donc on va s'intéresser aux niveaux de gris qui vont uniquement caractériser cette partie du corps humain. Et ensuite, on va pouvoir faire des processus itératif pour pouvoir isoler au fur et à mesure la région d'intérêt. Sur un cas pratique qui a été réalisé récemment au laboratoire, donc on est parti d'imagerie de cœur. Donc le premier processus se basait sur les niveaux de gris. Donc, ils vont caractériser la région qui nous intéresse là. Là, on peut voir les trois sections, les trois plans de l'imagerie. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à isoler ensuite, vu que, par exemple, d'autres types de conditions limites, par exemple, la veine, elle peut être pincée, entre guillemets, à certains endroits par des ligaments. Donc là, c'est important de visualiser. Là, on a le passage du diaphragme, encore une fois, c'est important de le visualiser, ainsi de suite. Donc là, c'est un peu le modèle final qu'on a pu obtenir, qui est issu de l'imagerie et qui a été utilisé pour les simulations. Donc là, je vais passer un peu rapidement, c'est un peu dire un peu la même chose en rapport avec les propriétés mécaniques. Donc là, sachant que la veine a des propriétés mécaniques qui sont très particulières. Elle est composée c'est un peu comme un matériau stratifié, c'est un peu comme un composite. Et donc, il y a une orientation particulière, il y a des épaisseurs particulières. Et donc, le but, c'est vraiment de trouver les bonnes lois de comportement qui sont en rapport avec ça. On a tendance à utiliser des approximations parce que le but, c'est pas non plus de trop complexifier le problème. Donc, en biomécanique, dans ce type de sollicitation, il arrive souvent qu'on prenne justement des lois de comportement qui sont homogènes, c'est-à-dire une répartition homogène des propriétés mécaniques, chose qui n'est pas totalement réelle quand on voit la complexité du corps humain. Pareil avec l'isotropie et l'élasticité. Et ensuite, finalement, encore une fois, on a modélisé localement les influences des différents ligaments, et après, pour modéliser un peu l'environnement des tissus adipeux, de la graisse, etc., le but, c'est aussi on a un peu posé cette veine-là à l'intérieur de couches externes qui sont viscoélastiques, et le but, c'est un peu de recréer l'environnement extérieur. Là, on va peut-être penser, OK, on a la partie structure, mais peut-être qu'en est-il de l'influence du sang?
Sachant que là, on est à l'intérieur des veines. Le débit et la pression du sang à l'intérieur des veines, il est beaucoup moins important que celui dans les artères. Les artères sont obligées de véhiculer le sang partout dans le corps humain, alors que les veines font plutôt office de réservoir. Donc en fait, comme on peut le voir ici, les artères, c'est plutôt de ce côté-là de la pression. Enfin là, c'est l'évolution de la pression en fonction l'évolution du module Young en fonction de la pression. Et on peut voir aussi que, enfin c'est peut-être un peu trop petit pour que ça puisse être lu, mais les veines, la pression de la veine, elle est tellement petite que c'est négligeable, donc on peut se contenter d'une simulation purement structurelle. Maintenant qu'on a fini avec les paramètres des tissus vivants, le but c'est de caractériser de la même manière les outils. Donc là, c'est un peu les cathéters, les fil guides. Donc via encore une fois des essais mécaniques, le but c'est de reprendre l'évolution des propriétés mécaniques pour pouvoir encore une fois mimer un comportement qui est biofidèle. Sachant que c'est des cathéters et des fil guides chirurgicales qu'on récupère directement des chirurgies qui sont réalisées aux hôpitaux de Lyon par exemple. Et donc là, c'est un peu le principe de la modélisation. Encore une fois, le but, c'est de faire une modélisation biofidèle. Donc, c'est mimer un peu la réalité de façon virtuelle. Donc là, ce qu'on fait, c'est utiliser des lois de comportement qui permettent un peu l'insertion quasi mimétique, comme on peut voir ici, de la main du chirurgien. Donc là, on va enfin parler un peu de résultats. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est l'évolution du fil guide à l'intérieur de la veine. Donc, en gros, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps quand on réalise une procédure mini-invasive. Et donc, cette simulation-là nous permet aussi d'avoir la distribution des champs de contrainte. Par exemple, là, quand on voit le gradient des déformations, on peut clairement directement distinguer en position finale que les veines iliaques, ce sont les veines les plus sollicitées, ce qui est un peu normal quand on voit la courbure de la veine iliaque. Donc là, c'est le fil guide qui a le plus de mal à passer, donc ça sollicite un peu plus. La simulation permet aussi de nous focaliser sur l'évolution des efforts. Donc là, on peut tracer différents efforts mécaniques. Et là, c'est vraiment important parce que ce qui peut arriver pendant la chirurgie mini-invasive, c'est que si on imagine que le cardiologue, il pousse un peu trop et que la veine, elle est un peu, le vaisseau, il est un peu calcifié ou il est endommagé, on peut percer. Enfin, si on dépasse une limite tolérée, on peut percer, ça peut créer des hémorragies internes. Ce genre de courbe permet de voir un peu les limites max. Et comme par exemple, nous, on a une limite de 1,5 et il a été démontré dans la littérature où ils ont essayé expérimentalement de percer des veines, où c'était dit que plus de 2 newtons, ça peut causer des hémorragies. Donc là, la simulation permet de nous dire, par exemple, avec telle vitesse et telle orientation, on est quasiment sûr qu'on ne pourra pas percer. Et finalement, ce qui nous intéresse un peu aussi, c'est les efforts au niveau de la main. Donc là, ce qu'on a tracé, c'est un peu les efforts qui sont ressentis par le chirurgien. Je vais pas en parler plus, je laisserai ça plus tard pour la partie apprentissage. Et donc finalement, le but, bien sûr, c'est de valider ces modèles virtuels. Le but, c'est d'avoir, bien qu'on ait confiance, c'est d'avoir encore plus confiance aux résultats qui sont obtenus. Et donc via des validations un peu expérimentales, ce qu'on peut voir ici, c'est des imageries qu'on a récupérées du bloc opératoire. Donc c'est les fameuses imageries qui sont projetées dans la salle de cathétérisation. Et le but, c'est de superposer nos trajectoires qui sont calculées pour valider géométriquement qu'on a la bonne courbure. Concernant les efforts, on est en train de penser actuellement, ça n'a pas été encore fait, mais là on a imprimé un modèle justement de veine avec un modèle de veine élastique avec des polymères, et le but c'est justement de récupérer encore une fois des outils et avoir un dispositif qui permet justement de faire expérimentalement et de confirmer à nouveau les efforts qui sont obtenus. Donc, c'est bien beau tout ça, mais comment on pourrait utiliser ça d'un point de vue un peu didactique, pédagogique. Donc là, je vais un peu initier la partie robotique, automatique et la partie apprentissage. Sachant que ces résultats-là nous intéressent. Pourquoi je suis passée rapidement, mais un des résultats, c'est de pouvoir tracer l'évolution des forces au niveau de la main, ce qu'on appelle un retour haptique. Je pense qu'on a... Beaucoup d'entre vous ont déjà joué, par exemple, aux jeux vidéo. Enfin, on a une manette de PlayStation ou une manette de Wii. Quand on frappe, ça vibre. Ça s'appelle un retour haptique. Et le but, c'est de pouvoir faire la même chose via des dispositifs, faire vibrer des dispositifs en fonction de ce qui est fait à l'intérieur du corps humain. Et ça permet aux apprenants de se familiariser avec ces sollicitations-là. Donc ça s'appelle une simulation haptique. Une simulation haptique,
encore, je vais passer vite fait, c'est on a la partie opérateur, donc c'est la partie physique, on a la partie simulation. Le but, c'est de faire des gestes physiques, que c'est interprété à l'intérieur de la simulation. Donc là, c'est tout l'environnement numérique qu'on a créé au fur et à mesure au début. Et donc le but, c'est donc de calculer les efforts d'interaction et via un retour, encore une fois, faire vibrer la manette en fonction. Pourquoi c'est un peu plus loin, plus précis et de combiner vraiment toutes les approches transdisciplinaires pour avoir une médecine personnalisée et patient spécifique et précise. Donc je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre aux éventuelles questions. Donc, je remercie le docteur Osnala pour cette passionnante conférence. Donc, il nous a fait voyager dans un domaine qui intéresse tout le monde. Donc, on vient d'apprendre un petit peu le fonctionnement du cœur, ainsi que certaines chirurgies qui nous semblent un petit peu très invasives auparavant, mais apparemment vous avez su les simplifier. On vous remercie beaucoup. Donc, sans trop tarder, on va entamer un débat de 15 minutes. Donc, après ça, on va vous inviter à prendre une pause café.